Les bois de rose saisis à l'étranger seront vendus. Grandes entreprises chinoises, européennes ou américaines ont déjà manifesté le plus grand intérêt. La tenue d'une 5e session extraordinaire serait inévitable à l'Assemblée nationale vu le contexte politique actuel, après 45 jours de réunion sans avoir adopté aucun projet de loi. Aux États-Unis, 2 tornades qui ont évolué d'une manière simultanée ont fait au moins un mort et 16 blessés. Les vents atteignent les 265 km/h. Le bilan aurait pu être bien plus lourd. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être fidèles à ce rendez-vous du journal en français. Politique, le délai pour le vote du projet de loi de finances rectificative ne sera pas respecté. Il reste 19 jours avant la fin de la première session extraordinaire. 7 nouveaux projets de loi sont déposés au niveau de l'Assemblée nationale. Ils doivent ensuite être transmis au gouvernement. Alors les projets antérieurs restent sans suite. Une session extraordinaire semble inéluctable. Reportage de Erniri Narabari. Y aura-t-il au moins un projet de loi voté au niveau de l'Assemblée nationale? Selon la tendance, une 5e session extraordinaire aura lieu avant la session ordinaire d'octobre. Les parlementaires se sont éternisés dans la discussion des avantages et la mise en place des structures de la Chambre basse. Par ailleurs, les groupes parlementaires ne sont pas encore formés. Les 2 juges du quota parlementaire ne sont pas toujours nommés. Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, censé exercer la fonction de leader de l'opposition, n'est toujours pas connu. Faute de loi de finances et du faute de divers textes, on voit mal comment le programme gouvernemental sera mis en œuvre. Selon le premier questeur Indiana Soulniek Siteigne, il est possible que la loi de finances rectificative ne soit pas votée ces prochains jours. Le temps manque, la tenue d'une session extraordinaire est indispensable, a-t-il ajouté. En ce qui concerne les élections communales prévues cette année, de sources proches du gouvernement informent que le projet de loi sur les élections élaboré par le groupe parlementaire VPM Malagas Miadamieng, a déjà été étudié en Conseil des ministres. Jabar Zaka Henry, secrétaire général de la présidence, confirme que ce projet de loi sera bientôt transmis au Parlement. Pour qu'il soit effectif, ce projet de loi doit être déposé ce samedi au plus tard. Le projet de loi sur les élections a-t-il une relation quelconque avec la tournée présidentielle dans toute l'île? Selon les informations, le président de la République installe les bases du parti politique Irvovo One Madagascar. La désignation de nouveaux PDS et des chefs de région est au programme. Des militaires en poste pourraient être remerciés. Et puis sur le plan économique, les bois de rose saisis à l'étranger seront vendus. Grandes entreprises chinoises, européennes ou américaines ont déjà manifesté le plus grand intérêt. Pour l'instant, rien ne filtre sur les modalités de commercialisation de ces bois précieux. Le flou règne sur la stratégie mise en œuvre et les marchés visés. Reportage de Michela Ranazon. 34 conteneurs de 500 tonnes de rondins de bois de rose ont été saisis au Kenya, 26 conteneurs de 350 tonnes au Sri Lanka et 3000 tonnes à Singapour. La présidence a avancé 2 options, leur vente sur place dans les pays où ils ont été saisis ou leur rapatriement. Tout est encore flou en ce qui concerne le déroulement des opérations de commercialisation. D'après le directeur général du ministère de l'Environnement, il existe déjà une stratégie contre les trafiquants et le trafic lui-même, mais elle également
gardés sous le sceau du secret. Beaucoup de questions titillent la population malgache sur le trafic de bois de rose. Quand les rondins de bois précieux sont-ils sortis du territoire malgache? Qui sont les trafiquants? L'ancien Premier ministre Omer Berizik a déjà révélé des noms, mais jusqu'à maintenant, l'enquête semble piétiner, voire bloquée. Curieusement, le président Radon Mampian a même annoncé qu'il n'engagera aucune poursuite, sauf en cas de récidive. D'après le directeur général de l'Alliance Voargas, l'application des lois doit être effective le plus vite possible et la transparence sur la commercialisation garantie. Les chiffres lancés sur les bois de rose saisis atteignent des sommets. On parle même de 500 millions de dollars. D'après les informations, plusieurs sociétés étrangères sont déjà sur les rangs des acheteurs. En tout cas, jusqu'ici, aucune information ne filtre sur des éventuelles premières propositions de prix. Et toujours dans cette page économique, les crises ont provoqué la montée en force des sociétés civiles à Madagascar. Pour garantir le respect des règles de l'orthodoxie financière dans la gestion des financements alloués à l'État ou aux organisations non gouvernementales, les sociétés civiles assument une nouvelle responsabilité, le devoir de vigilance. Les investisseurs étrangers incitent les sociétés civiles à garder l'œil sur la gestion budgétaire de l'État. L'instauration du comité indépendant de surveillance est prévue. Reportage. D'après l'Instat, les sociétés civiles de Madagascar ont géré un budget de 240 milliards d'ariars en 2008. 4 secteurs ont été les principaux bénéficiaires. 50% concernent le social dans les droits de l'homme et des enfants ainsi que le respect du genre. Vient ensuite le secteur du développement de l'économie, notamment le volet environnemental, le commerce équitable et les microfinances. L'éducation citoyenne et le volontariat occupent la 3e position et la gouvernance, encore peu explorée, la 4e. Le directeur de l'Institut d'études politiques Madagascar, David Radzon, a souligné que les bailleurs de fonds incitent les sociétés civiles à respecter le principe de redevabilité en surveillant de près les finances publiques locales. D'ailleurs, le budget participatif est en plein essor. Souvent, les sociétés civiles surveillent la gestion du budget communal. Durant la transition, les financements octroyés aux sociétés civiles ont largement augmenté. Les investisseurs ont préféré les sociétés civiles au gouvernement de l'époque. Toutefois, 73% du budget ont été gérés par les organismes internationaux. Des mesures doivent être prises pour privilégier les sociétés civiles à Madagascar. Le directeur de l'IEP explique que la notion de professionnalisme inclut la transparence, l'efficience et l'efficacité. Les Malgaches, surtout les sociétés civiles, doivent s'imprégner de professionnalisme en matière de développement pour accroître sa capacité d'absorption. Les sociétés civiles peuvent jouer un rôle important pour la relance de l'économie malgache. La concrétisation des retombées des financements est l'objectif principal du Salon malagasy de la solidarité internationale qui se tiendra à l'hôtel de Villanalaquelle les 19 et 20 juin 2014. 40 sociétés civiles intégreront l'Observatoire et Centre de ressources malagasy ou au CRMS. Pour l'Institut d'études politiques IEP, organisateur du salon, il s'agit de faire en sorte que les retombées des financements étrangers atteignent leur véritable objectif, le développement. Le salon devrait aussi contribuer au véritable exercice du concept de la responsabilité sociale des entreprises. Les fonds reçus par les sociétés civiles ont-ils vraiment amélioré le niveau de vie de la population? Un bilan est attendu. Sur le plan social, si le remblayage illicite a connu une certaine accalmie, depuis 1 mois et demi, il reprend avec un regain de force. Les riverains des sites se plaignent des nuisances diverses. Reportage. Il n'y a plus de remblayage avant le coucher du soleil. Le gros du travail illicite s'effectue de 21h à 1h du matin dans la ville d'Antananarivo. Tout est bon pour faire fi des interdictions officielles. Les cailloux, les terres rouges de latérite, les camions ou les charrettes, qui sont les plus horripilants car elles empêchent de dormir. Les riverains ne savent plus à quel saint, quelle commune ou quel fonctionnaire se vouer. D'après eux, l'État doit prendre en main une situation qui ne peut plus durer. D'un autre côté, les bas quartiers comme Ankourndjan, dans la commune urbaine d'Antananarivo, sont les plus victimes de ce remblayage. Les gens qui vivent dans ces quartiers commencent à éprouver les craintes les plus graves en pensant à la prochaine saison de pluie ou de cyclone. La montée des eaux dans les bas quartiers a pour cause les remblayages, d'où leur interdiction. Les habitants des quartiers exposés sont rétifs à tout questionnement sur le sujet et surtout devant une caméra. Tous ils savent que des personnalités au pouvoir sont derrière ces agissements irresponsables. Jusqu'ici, la commune d'Antananarivo et l'État sont impuissants à juguler le remblayage illicite.
380 millions de dollars consacrés à la réhabilitation des autoroutes, 200 millions de dollars pour toutes les routes nationales à Madagascar. Il s'agit d'un aperçu des financements alloués par les bailleurs de fonds pour la réhabilitation des routes. À Antananarive, les rues sont en piteux état et il faut au moins 2 ans pour un début de solution au problème des embouteillages, selon le ministre des Travaux publics ce jour, lors de sa rencontre avec les bailleurs de fonds au Carlton à Nuus. Les bailleurs sont prêts à injecter 380 millions de dollars. Reportage. Les embouteillages ne choisissent pas l'heure ni l'endroit à Antananarive. L'absence de grandes artères comme des autoroutes explique la situation. Pour le cas d'Atimjam, seuls 2 points le relient à Antananarive, celui d'Impasse qui est à Nussatu. Ils ne répondent plus aux besoins du trafic. L'agrandissement des routes et la construction de grandes artères figurent parmi les solutions aux problèmes des embouteillages. Ces travaux font partie des projets de Grand Tana. L'État prévoit 3 autoroutes. La première reliera Tana et l'aéroport, la deuxième reliera Ivat et Ivanj, la dernière reliera Tuamas et Antananarive. Les 2 autoroutes d'Antananarive engloutiront 80 millions de dollars et la troisième 300 millions de dollars. Ratiraka Roland, ministre des Travaux publics, annonce une autoroute qui reliera Ivat au palais d'État d'Yavlou. 200 millions de dollars sont prévus pour des travaux routiers, ponts, routes nationales et rues des grandes agglomérations. Absolument. L'AFD, vous le savez, a une longue expérience en matière d'infrastructure et de travaux routiers. Les entreprises françaises, je ne les citerai pas une par une, mais vous les connaissez, sont très expérimentées, que ce soit à Madagascar et partout dans le monde. Elles ont des équipes de techniciens et d'ingénieurs de haute volée présentes ici à Madagascar. Nous sommes, nous, dans les starting blocks pour avancer très rapidement. La RN2, la RN7, la RN4 et la RN44 nécessitent une grande réhabilitation. Leurs innovations sont indispensables pour développer les régions de la grande production et riches en potentiel pour assurer le développement économique de Madagascar. L'émission After soufflera sa première bougie demain. Cette émission que vous suivez tous les jours sur Cool TV à 18h15 innove. Cette semaine, quelques changements ont été apportés tant sur le plan habillage que sur les diverses rubriques. On est à la 249e production de After. L'événement se déroulera dans un restaurant à Ivanj. Les explications. Il y a eu des rajouts de rubriques, on a également changé notre lieu, vu qu'on se retrouve dans le loft d'After. C'est un très bel endroit d'ailleurs que vous découvrirez tout au long de l'année. Au début, on a eu du mal à s'adapter, à faire tout ça, c'était assez difficile comme vous avez pu le constater l'année dernière. Des fois, on faisait nos émissions, c'était une journée, une seule émission, maintenant on se retrouve à des trucs incroyables. Et place aux actualités internationales. Sur les terrains, les djihadistes ont pris le contrôle d'un poste frontière avec la Syrie. Aujourd'hui, ils se sont emparés d'une partie de la ville de Talafa, dans le nord-ouest. La moitié de la population aurait pris la fuite. Reportage de France 24. C'est une ville de tentes érigée à la hâte en quelques jours, en plein désert par l'ONU, entre Mossoul et Dohuk. Ici, affluent des centaines de réfugiés. Du jour au lendemain, ils ont dû tout abandonner. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres. On louait une maison, on avait une bonne vie. Mais maintenant, notre vie, elle est anéantie. Autre camp, à l'est de Mossoul cette fois. Ici aussi, les réfugiés ont fui la ville prise par l'État islamique en Irak et au Levant, par peur des djihadistes, mais aussi de la contre-offensive de l'armée irakienne. Sina est partie en pleine nuit en emmenant avec elle ses 3 enfants. Nous sommes partis après un bombardement, mais nous ne savons pas quel côté attirer. Nous avons juste eu le temps de prendre du lait pour nos enfants. Dans le camp, les conditions sont extrêmement précaires. La température extérieure dépasse les 40 degrés. On nous donne de l'eau et de la nourriture, mais il y a beaucoup de serpents et de scorpions. J'ai peur pour nos enfants. Fatima espérait trouver refuge au Kurdistan, mais son entrée a été refusée par les autorités. Les enfants se demandent pourquoi nous devons rester ici. Nous leur avons simplement dit que nous avions peur. Les organisations humanitaires, quant à elles, s'inquiètent. Selon un récent rapport, la plupart des agences des Nations Unies ne disposent pas de suffisamment de fonds pour continuer à fournir une aide pourtant vitale.
Une petite ville américaine dans le Nebraska, au centre des États-Unis, a été ravagée hier soir par une double tornade liée à une dépression circulant depuis les Rocheuses. Selon les autorités locales, 50 à 75% de la ville a été détruite par ce phénomène très rare qui a fait 2 morts et 16 blessés, dont 6 grièvement. France 24. Voici l'incroyable image qu'ont pu observer des automobilistes hier en plein centre des États-Unis, dans l'État du Nebraska. 2 énormes tornades qui ont fini par se rejoindre. Ce phénomène climatique très fréquent dans cette période de l'année est provoqué par la rencontre des masses d'air froid venant du Canada et des masses d'air chaud en provenance du golfe du Mexique. Le trajet d'une tornade est difficilement prévisible. Hier, l'une d'entre elles a même traversé la route devant des automobilistes pas vraiment effrayés. Sur leur passage, ces tornades emportent tout et elles disparaissent aussi vite qu'elles arrivent. Les secours locaux sont malheureusement habitués à ce genre de phénomène. En quelques minutes, une tornade peut ravager tout un quartier d'une ville. Il y avait 3 maisons au coin. Elles ont disparu. Et la maison de votre sœur? Elle est détruite aussi. Hier, les 2 tornades du Nebraska ont provoqué la mort d'une personne et fait une quinzaine de blessés. Restez avec nous tout de suite après ce journal, l'émission de mots de Mirror and Strass, présentée par Vida et Gaël. Suivez le Team Mondial 2014. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.